Hey! Dans la vidéo précédente, on a parlé des débuts de la psychiatrie qui considère le cerveau comme le siège de la folie. Tout ça, ça nous parle encore. Un fou, c'est quelqu'un qui n'est pas net dans sa tête. Mais si, je suis très net. Est-ce qu'on est sûr que c'est que ça? Est-ce que le cerveau, c'est le seul organe qui intervient dans les maladies mentales? C'est la question que se sont posées les psychiatres dont on va parler aujourd'hui. François Brousset n'est pas psychiatre. C'est un médecin originaire de Bretagne. Il y grandit et côtoie notamment François-René de Chateaubriand, qui est un peu plus jeune que lui. Il apprend la médecine et la chirurgie d'abord auprès de son père, puis à l'école de médecine pour chirurgien navigant de Saint-Malo. Il n'a pas encore 17 ans quand la Révolution éclate. Il s'engage dans la marine comme chirurgien. Il passera 5 ans jusqu'à ce que la dysenterie l'oblige à démissionner. Il reprendra ses études et montera à Paris. Là, il sera l'élève de Xavier Bichat, qui a donné l'hôpital du même nom, mais aussi de Georges Cabanis et de Philippe Pinel. Mais, comme je le disais, Brousset n'est pas psychiatre, ni même aliéniste. Au début du 19e siècle, il s'engage dans l'armée de Napoléon. C'est un médecin d'empire. Et s'appuyant sur les enseignements de ses professeurs et sur la théorie du médecin écossais John Brown, il va développer ce qu'on appelle le système Brousset. C'est tout simplement l'idée que toute pathologie provient d'une irritation ou inflammation des tissus. Et bien souvent d'une inflammation du tube digestif. Toute pathologie, donc aussi les maladies mentales. Dans de l'irritation et de la folie, il applique son système aux pathologies mentales. La folie, dit-il, est la cessation prolongée du mode d'action du cerveau. L'individu est coupé de sa raison et sa conduite lui vaut d'être qualifié de fou. Et s'il y a les causes morales, il y a aussi des causes physiques à la maladie mentale. On peut penser à une inflammation du cuir chevelu, ou bien une commotion cérébrale, une insolation, bref, toute inflammation proche du cerveau, parce que l'irritation peut se propager jusqu'à lui. Mais comme cause, on peut aussi trouver les inflammations de l'estomac. Et là, on retrouve notre bon Brousset. Ça peut être causé par des poisons ou des gastrites chroniques qui, après des années d'hypocondrie, terminent en aliénation mentale. En fait, les causes morales de la folie ne vont pas sans inflammation gastrique. C'est presque comme si le cerveau avait besoin de ça pour créer un haut degré d'irritation. Enfin, la dernière cause physique de la folie, c'est le déplacement de l'irritation. L'irritation s'arrête sur le reste du corps et s'attaque uniquement au cerveau. Mais toutes ces causes ne donnent pas nécessairement lieu à une folie. C'est donc qu'il doit y avoir une prédisposition chez les personnes. Certains cerveaux sont particulièrement irritables. De la même façon que certains estomacs s'irritent après un verre de vin et d'autres après 4, certains cerveaux sont trop irritables. Brousset va devenir professeur à l'hôpital des armées du Val-de-Grâce. Plus tard, on créera une chaire de pathologie générale pour lui à la faculté de médecine. Le système de Brousset a le vent en poupe. Lui continue à soigner ses malades à coups de sangsue sur l'estomac. À la faculté, c'est un tribun intransigeant. Il fustigera notamment René Laennec, l'inventeur du stéthoscope qui a révolutionné le diagnostic médical. Puis, petit à petit, la cote de Laennec monte en même temps que celle de Brousset descend. Les amphithéâtres se vident. Le système Brousset laisse place à la méthode anatomo-clinique de Laennec. Antoine Laurent Bayle est un médecin et aliéniste français, né dans les Basses-Alpes à la toute fin du XVIIIe siècle. On le connaît principalement pour ce qu'il appelle la paralysie générale et qu'on appelle aussi la neurosyphilis. C'est-à-dire qu'on connaissait déjà la syphilis depuis plusieurs siècles. Une maladie sexuellement transmissible, due à une bactérie et qui agit en plusieurs phases. D'abord sur les organes génitaux, avant de s'étendre sur le reste du corps. Et ça se fait dans les semaines ou les mois qui suivent l'infection. Mais ce que Bayle découvre en 1822, c'est que 5, 10, 15 ans après l'infection, la maladie atteint le cerveau. C'est pour ça qu'on parle de neurosyphilis. Une inflammation du cerveau qui va laisser place à des signes de démence, des troubles de l'élocution, voire même un délire mégalomane. Cette neurosyphilis, qu'on appelle aussi la maladie de Bayle, c'est une folie de la sexualité. Par son travail, Bayle ajoute à l'idée que les maladies mentales auraient finalement une origine organique. Falleret,
Jean-Pierre de son prénom, fait partie des éminents psychiatres du 19e siècle, raison pour laquelle il existe aujourd'hui encore l'association L'Œuvre Falleret qui a pour but d'accompagner les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Falleret a été à bonne école. Il a travaillé pour Philippe Pinel, a été le disciple de Jean-Étienne Esquirol, des gars que vous commencez à connaître. Il travaillera à la Salpêtrière pendant plus de 30 ans en suivant les pas de ses maîtres qui s'intéressaient beaucoup aux lésions anatomiques comme cause de l'aliénation mentale. En 1822, pendant que Bayle découvre la neurosyphilis, lui va s'intéresser à la question du suicide. Il va produire des études statistiques saluées par ses pairs et qui serviront plus tard à Émile Durkheim, le gars qui a fondé la sociologie française là. La même année, il crée avec un collègue une maison de santé pour que les malades psychiques qui sortent de l'asile ne rechutent pas à la sortie. C'est qu'il a une fibre sociale, une fibre humaniste. Mais c'est en sortant du sillon de ses maîtres qu'il va rentrer dans l'histoire. En 1854, il s'oppose frontalement à la conception d'Esquirol en publiant de la non-existence de la monomanie. Carrément. Le gars il dit « Vous voyez mon maître là, ce dont il vous a parlé là ?» Mais c'est des conneries en fait. Alors on va me dire « Oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. » Oui, je le jette parce que ça c'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde. Ouais, il est vénère le Jean-Pierre. Et il en a encore sous le coffre. En 1854, il publie aussi De la folie circulaire ou forme de maladie mentale caractérisée par l'alternative régulière de la manie et de la mélancolie. La messe est dite. Il n'y a pas un délire unique des maladies mentales comme pouvait le penser Esquirol avec son idée de monomanie. Par contre, il y a bien quelque chose de commun entre la manie et la mélancolie. Il parle de folie circulaire. Au même moment, Jules Baillarger parlera de folie à double forme. En tout cas, il y a l'idée d'une alternance d'un cycle qui passe de la manie, où on est dans l'excitation et dans l'excès, à la mélancolie, où on est dans l'abattement et où plus rien n'a d'intérêt. Et bien que cette maladie ait changé de nom plus de fois qu'un parti politique, un coup ça a été psychose maniaco-dépressive, aujourd'hui c'est trouble bipolaire, on a toujours gardé l'idée qu'il s'agissait des deux faces d'une même pièce. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Morel, Bénédicte de son prénom, a été l'assistant de Falleret. Et il s'est surtout fait connaître par sa théorie de la dégénérescence. Ouais, ça sonne étrangement à l'oreille comme mot, hein. Alors remettons-nous bien dans le contexte. Morel sort son traité des dégénérescences en 1857, 2 ans avant le best-seller de Charles Darwin, L'origine des espèces. Ce qui domine en biologie, ce n'est donc pas la théorie de l'évolution, mais le transformisme de Jean-Baptiste Lamarck. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une évolution des espèces qui repose sur la transmission à sa descendance des caractères acquis. L'exemple le plus connu, c'est le cou de la girafe qui se serait allongé de génération en génération à force de manger des feuilles de plus en plus hautes. Si je vous raconte tout ça, c'est que Lamarck emploie le terme de dégénérescence. Par là, il désigne une déviation naturelle de l'espèce. Pour Morel, les malades mentaux sont des déviants et leur folie se transmet de façon héréditaire. L'idée à la mode à l'époque, c'est que les individus s'acclimatent à leur environnement, développent des déviances et les transmettent à leur descendance. L'alcoolisme, les maladies vénériennes vont se transmettre de génération en génération. On s'intéresse donc aux familles. À cette époque, Émile Zola, l'accusateur le plus célèbre, va rédiger sa saga familiale, Les Rougon-Macquart. Cette conception de la dégénérescence va aussi intéresser le criminologue italien Cesare Lombroso, dont on reparlera plus tard. Ainsi, dans la première moitié du 19e siècle, on cherchait beaucoup de causes physiques à la pathologie mentale. C'est une courte période où la Révolution française est un passé encore proche et où la révolution qu'est la théorie de l'évolution n'est pas encore advenue. On verra dans les prochaines vidéos que la seconde moitié du 19e siècle a vu aussi se développer tout un tas d'approches nouvelles de la folie. Ces approches qui ont façonné notre psychiatrie contemporaine. À tantôt.